Mais la véritable menace ici, c'est la bureaucratie. Vous avez probablement vu, par exemple, qu'on disait « Trump est une menace pour notre démocratie », ce qui est ironique, puisqu'il a été élu avec la majorité du vote populaire. J'étais également une menace pour la démocratie. Mais si vous remplacez « menace pour la démocratie » par « menace pour la bureaucratie », cela prend tout son sens. Exactement. Donc, en réalité, nos élus ont très peu de pouvoir par rapport à la bureaucratie, jusqu'à l'arrivée de mon département. Donc, Doge, mon département est une menace pour la bureaucratie. C'est la première fois que celle-ci est menacée. Normalement, la bureaucratie dévore les révolutions au petit déjeuner. C'est la première fois qu'elle ne le fait pas, que la révolution pourrait réellement réussir, et que nous pourrions redonner le pouvoir au peuple plutôt qu'aux bureaucrates. Maintenant, la taille de tout cela. Quand vous avez commencé à enquêter dessus, dès vos premiers pas, à quel point cela vous a-t-il choqué? Juste l'ampleur de tout cela? Eh bien, de petites décisions aboutissent à des résultats de plusieurs milliards de dollars. Par exemple, il y avait un cas où une personne recevait 1,9 milliard de dollars envoyés à son ONG, créée il y a environ 1 an, et n'ayant aucune activité antérieure. Ils ont simplement constitué une ONG. Tout ce système des ONG est un cauchemar. Et c'est un terme inapproprié, car si vous avez une organisation non gouvernementale financée par le gouvernement, vous êtes simplement une organisation financée par l'État. C'est un oxymore. Exactement, c'est une faille juridique. En gros, les ONG financées par le gouvernement permettent de faire des choses qui seraient illégales en présence du gouvernement, mais deviennent légales lorsqu'elles sont acheminées vers une soi-disant organisation à but non lucratif. Pourtant, ces organismes sont ensuite utilisés pour que certains en retirent d'énormes profits. Ils se versent d'immenses sommes grâce à ces ONG. C'est tellement fou que cela dure depuis si longtemps. C'est une arnaque gigantesque, l'une des plus grandes, peut-être la plus grande arnaque jamais réalisée. Et combien d'ONG? Je pense qu'il y en a au total probablement des millions. Mais en ce qui concerne les grandes ONG, on en compte des dizaines de milliers. C'est en réalité une sorte de piratage du système, où quelqu'un peut créer une ONG pour une somme d'argent relativement modeste. Par exemple, George Soros était vraiment doué pour cela. C'était un hacker du système, un génie de l'arbitrage. De nos jours, il est assez âgé, mais reste un génie de l'arbitrage. Il a découvert qu'on pouvait utiliser une petite somme pour créer une organisation à but non lucratif, puis faire pression sur les politiciens pour qu'ils envoient une énorme somme d'argent à cette ONG, transformant ainsi un don de 10 millions de dollars en une ONG d'1 milliard de dollars. Et le terme « non lucratif » est étrange. C'est juste une organisation non gouvernementale. Ensuite, le gouvernement continue de la financer chaque année avec un nom qui sonne bien, comme « Institut pour la paix » ou quelque chose du genre. Mais en réalité, c'est une machine à détournement. Et quelles sont leurs obligations avec cet argent? Que doivent-ils faire? Eh bien, souvent, il n'y a vraiment aucune exigence. Je pense que beaucoup au sein du gouvernement savent pertinemment qu'ils ne font pas du bon travail, mais c'est une gigantesque machine à détournement. Mais n'apporte-t-il pas aussi un certain bienfait? Il y a quand même un peu de bien. Ce n'est pas 0% bénéfique. Si c'était réellement nul, cela se détecterait bien plus facilement. Il y aura donc un certain pourcentage de bien, peut-être 5 ou 10%, mais 90 à 95% ne le sont pas. Prenez par exemple le travail sur la prévention de l'Ebola. Honnêtement, je ne sais même pas si ces actions sont efficaces. Elles pourraient l'être ou pas. On pourrait financer la prévention de l'Ebola et, en réalité, financer un laboratoire qui développe de nouvelles recettes pour le virus Ebola. Et ils prétendent que c'est de la prévention de l'Ebola, alors qu'en réalité, c'est la création de l'Ebola. Il semble pourtant évident que nous ne devrions pas envoyer l'argent des contribuables à des entreprises douteuses à l'étranger. Exactement. De plus,
Nous avons un réel problème de déficit budgétaire. Il est gigantesque. Donc, si nous n'avions pas ce déficit gigantesque ou les paiements d'intérêts, les intérêts sur la dette nationale dépassant le budget du département de la Défense, ce qui est vraiment stupéfiant, cela signifie que nous payons plus d'1 trillion de dollars d'intérêts sur la dette nationale. Dans ce cas, nous aurions plus de marge pour gaspiller de l'argent, en gros. Mais quand nous dépensons tellement que le pays est en faillite, alors nous devons vraiment arrêter de dépenser, à moins d'être sûrs d'en avoir pour notre argent. En gros, nous sommes comme une entreprise mal gérée, avec une ligne de crédit illimitée qui déraille. Absolument. Par exemple, dans le cas de Twitter, ce n'était pas une entreprise rentable. Elle se contentait d'atteindre l'équilibre et devait passer un audit. Le gouvernement fédéral, lui, n'atteint pas l'équilibre. Il perd littéralement 2 trillions de dollars par an et ne réussit pas ses audits. Il échoue à ses propres contrôles. Par exemple, je crois que la sénatrice Collins racontait comment elle avait alloué 12 milliards de dollars à la marine pour obtenir plus de sous-marins, n'a obtenu aucun sous-marin supplémentaire, puis a organisé une audition pour expliquer cela. En gros, c'est tellement fou, c'est comme si seul le gouvernement fédéral pouvait se permettre un tel niveau de gaspillage. C'est principalement du gaspillage, ce n'est pas vraiment de la fraude, c'est surtout du gaspillage. Ce sont surtout des choses ridicules qui se passent. C'est comme Milton Friedman l'a dit. L'argent est le moins bien dépensé quand on dépense l'argent des autres pour des personnes qu'on ne connaît pas. À quel point allez-vous vous en soucier ? Et c'est ça, c'est le gouvernement fédéral. Il dépense donc l'argent de quelqu'un d'autre pour des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et ceux qui reçoivent cet argent veulent continuer à le recevoir. La raison pour laquelle je m'investis autant dans tout ça, c'est que je pense que c'est une situation vraiment grave. Ce n'est pas une option, en gros. L'Amérique est en train de faire faillite, et cela ne peut tout simplement pas se produire. La manière dont le système est exploité, c'est en profitant de la mauvaise communication entre les différentes bases de données du gouvernement. Pour te donner un exemple, prenons le Trésor, qui s'améliore rapidement. L'ordinateur principal des paiements s'appelle PAM, comme Payment Accounts Master, ou quelque chose dans ce genre. Mais tout le monde l'appelle PAM, et il gère près de 5 trillions de dollars de paiements par an. Et quand nous sommes intervenus, nous avons constaté qu'un paiement pouvait être validé sans code de catégorisation et sans description. En gros, comme des chèques en blanc non traçables. C'est le genre de choses qui, si c'était fait dans une entreprise publique, entraînerait une radiation immédiate de l'entreprise et l'incarcération de son équipe dirigeante. Mais c'est tout à fait normal dans le gouvernement. Nous avons donc recommandé au Trésor et à la Réserve fédérale de rendre les codes de catégorisation des paiements obligatoires et non optionnels, et d'exiger une explication pour chaque paiement, même minimal. C'est un changement radical dans le système actuellement en cours de mise en place. J'estime que cela permettrait probablement d'économiser environ 100 milliards de dollars par an. Nom de Dieu. Où va cet argent ? Eh bien, je pourrais donner un ordre de grandeur approximatif, probablement. Où allait cet argent ? Eh bien, c'est là que l'on entre dans cette zone grise entre gaspillage et fraude. Si de l'argent est envoyé par le gouvernement à une personne ou une organisation qui ne le mérite pas vraiment, mais que le gouvernement le lui verse quand même, s'agit-il de gaspillage ou de fraude ? Exactement. Il y a beaucoup de paiements où quelqu'un approuve simplement le paiement, puis l'agent en charge change de poste, prend sa retraite ou décède, et les paiements continuent d'être effectués. C'est comme oublier de payer son abonnement à la salle de sport. Imaginez maintenant que ce n'est pas un abonnement à la salle de sport, mais autre chose de bien plus coûteux, et qu'ils oublient de l'arrêter. C'est ce qui se passe à l'échelle du gouvernement. Nom de Dieu, c'est tellement fou. Oui, c'est totalement fou. Alors, qu'est-ce que vous attendiez en arrivant ? Vous pensiez que ce serait ainsi ? Je pensais que ce serait mauvais, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi catastrophique.
La bonne nouvelle, c'est que c'est un environnement riche en cibles pour économiser de l'argent. Ce n'est pas comme si, dans une organisation très bien gérée et efficace, il serait difficile de réaliser des améliorations. Ici, ce n'est pas le cas, donc il est relativement facile d'apporter des améliorations. Disons simplement que ce n'est pas de la science fusée. C'est beaucoup de choses banales. Et certaines situations sont tellement absurdes que nous n'avons même pas pensé à les questionner, car nous supposions que les paiements effectués par l'ordinateur du Trésor comporteraient un code de catégorisation et une note explicative indiquant leur objet. L'idée qu'il puisse s'agir de chèques en blanc, complètement intraçables, ne nous est pas venue au début. Bref.